Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière. On va déjà vous parler de vendredi prochain. Ce vendredi 19, c'est la journée du sommeil. Finalement, une journée, vous allez voir, qui nous concerne tous depuis quasiment un an, entre le premier confinement, le deuxième confinement, ainsi que, j'allais dire aussi, le couvre-feu que l'on vit. Ça a bousculé nos habitudes et finalement nos habitudes de sommeil. En tout cas, il y a des études qui ont été faites, notamment l'année dernière, lors du premier confinement. On en parlera notamment avec notre invité, Romila Neck, qui est avec nous. Bonjour Romila. Bonjour Philippe. Alors Romila, tu es docteur en ingénierie biomédicale et présidente de l'association EPSOMA. Et finalement, en tant que présidente de l'association EPSOMA, travaille aussi sur ces questions sur le sommeil. Exactement. Donc l'association EPSOMA a été créée en 2005 par le docteur Marie-Françoise Mathéo-Champion, qui est une spécialiste du sommeil et pionnière sur le Var, puisqu'elle a créé le premier laboratoire de sommeil sur la région. Et donc j'ai repris la présidence de l'association en 2016. Notamment avec les spécialistes. Donc il y a des spécialistes du sommeil qui sont dans notre association et nous faisons de la recherche, évidemment. Et en Skype avec nous, on aura aussi une autre personne. On aura le professeur Marc Ray qui sera avec nous, qui est neurologue et président de l'Institut national du sommeil et de vigilance. Bonjour Marc. Bonjour. Bonjour, ravi de vous avoir là, puisque finalement l'Institut du sommeil et de la vigilance, qui est basé à Marseille, est aussi, j'allais dire, un des organisateurs de cette fameuse journée du sommeil qui aura lieu ce vendredi. Et avec vous, on va pouvoir éclaircir justement certains événements et certaines choses dont on va pouvoir profiter. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, pour qu'on sache profiter vraiment de cette journée. Mais surtout avec vous, on verra que ce matin, justement, mardi 16, vous avez annoncé des résultats d'une nouvelle étude qui a eu lieu sur le deuxième confinement et sur les fameux troubles du sommeil aussi qu'impacte ce fameux couvre-feu. Tout à fait. Alors, l'INSV est une structure nationale et qui organise depuis 21 ans chaque année une journée nationale du sommeil qui maintenant est une journée mondiale. C'est-à-dire que dans un certain nombre de pays sont développés justement des outils pour sensibiliser le grand public au sommeil. Et nous avons en effet particulièrement au cours de cette année été sur la brèche pour donner des conseils sur le sommeil. On va revenir avec vous tout à l'heure sur ça, justement, cette fameuse journée, ces résultats, et on verra aussi qu'une consultation sommeil, il ne faut pas en avoir peur, et au contraire, elle peut s'imposer et peut-être reconnaître les signes qui nous amènent à devoir consulter. Pour m'accompagner tout au long de la semaine, c'est Frédéric Casanova qui est avec moi notamment. Bonjour Frédéric. Ah oui, vous allez dormir. Hop, 1, 2, 3, vous réveillez. C'est pas la journée du sommeil aujourd'hui, on n'a pas le droit de dormir un petit peu. Il va falloir attendre vendredi encore. À vendredi. La journée du sommeil. Bonjour à toutes et à tous, je vais essayer d'être à la hauteur quand même pendant toute cette émission. Et tu pourras aussi poser des tas de questions, parce que je pense que toi, comme d'autres, on est tous concernés par l'idée de dormir, etc. Et puis toi, Sophie Schaeffer, qui est avec nous aussi tout au long de la semaine, pharmacienne, micronutritionniste, en tout cas, et tu t'occupes de cette chronique santé et nutrition avec nous. Tu es alertée sur cette thématique. Bien sûr, bonjour à tous, bonjour Philippe. Effectivement, on va voir ensemble que bien se nourrir, c'est aussi mieux dormir. Donc, ça, et puis vendredi, tu nous prépares aussi une chronique pour ce jour-là, tu la réserves pour vendredi sur l'antifatigue. Exactement, je vais vous décrypter un bouquin très très intéressant sur finalement des astuces, des moyens pour mieux dormir et être aussi en meilleure santé, parce que le sommeil, c'est la santé également. Le sommeil, c'est la santé, justement, et notre santé a été impactée. Romila, lors du premier confinement, vous avez fait une étude qui montre que ce premier confinement a eu des impacts. Finalement, maintenant, on recule. Je veux dire, si on dézoome un peu tout ça, on se rend compte que manquer de sommeil, c'est de la fatigue, et la fatigue amène de la nervosité, de la dépression chez d'autres, etc., etc. Et c'est un cercle vicieux. Finalement, la fatigue que l'on ressent tous actuellement, je pense qu'il n'y a personne qui n'est épargné de cette fatigue-là. C'est aussi ces troubles du sommeil. Tout à fait. Donc, depuis un an maintenant, on est impacté justement par cette pandémie. Donc, les spécialistes du sommeil se penchent sur la question depuis le mois de mars de l'année dernière. J'ai moi-même organisé, donc, avec mon laboratoire de recherche, une enquête, en fait, pour justement voir l'effet de cette pandémie sur la qualité de notre sommeil. Et donc, nous avons mis un questionnaire en ligne, disponible donc, pour tous les Français, national et en dom-tom. Et nous avons obtenu à peu près 1500 réponses que nous avons analysées. Et ce qu'il en ressort, en fait, c'est que plus de la moitié des participants se plaignent d'une mauvaise qualité de sommeil. Et en fait, ça se traduit par une diminution du temps de sommeil total, c'est-à-dire on dort moins, un décalage de phase, on se couche plus tard, on a une apparition des insomnies et une apparition de l'anxiété. Et alors en fait, pourquoi finalement tout ça ? Il y a un phénomène important, c'est la pression de sommeil. Donc quand on a une activité diurne normale,
Et bien, arrivé au soir, on a fait notre activité physique, on est allé travailler, on est sorti, on a fait plein de choses. Les interactions sociales. Exactement. Et donc, on est fatigué. Avec le confinement, tout s'est arrêté. Et donc, cette pression de sommeil n'arrive pas finalement. Et donc, on n'est pas fatigué le soir. Ajoutez à ça, pas de dépenses énergétiques, mais une surexposition aux écrans qui bloque et qui décale la production de l'hormone du sommeil qui est la mélatonine. Et donc, on a ce décalage de phase qui fait qu'on se couche plus tard et qu'on ne peut pas forcément se lever plus tard en fonction des interactions sociales. Et on va voir aussi tout à l'heure que ces cycles de sommeil sont primordiaux. Et là, finalement, on se rend compte là, et je vais passer la parole au professeur Ray, Marc Ray, vous aussi, là, il y a une étude qui vient de sortir aujourd'hui même, mardi 16. Ce matin, vous avez annoncé cette étude où là, est-ce que vous relevez les mêmes problématiques que souligne Roumy Laennec avec nous sur ce deuxième confinement et sur le couvre-feu ? Alors non, heureusement, avec le deuxième confinement, nous n'avons plus les mêmes problèmes qu'avec le premier confinement, comme l'a souligné Romila, et on l'a retrouvé partout dans le monde, ce décalage de phase, cet endormissement plus tardif, cette hypoactivité diurne, et du coup, les gens ont pris conscience de l'importance de leur sommeil, parce qu'ils étaient mal, et donc au cours de cette enquête, on a retrouvé des valeurs et des durées de sommeil assez similaires à la période normale, c'est-à-dire avant le premier confinement. Donc il y a eu une adaptation. Alors cette adaptation, bien entendu, elle est toujours hétérogène, et donc on a des résultats qui sont beaucoup moins homogènes que ce qu'on avait observé lors du premier confinement, où là, tout le monde a trouvé la même chose, mais tout le monde, que ce soit en Chine, en Inde, en France, on a trouvé partout la même chose, parce que les gens étaient dans un stress aigu, alors que cette deuxième enquête montre que l'impact sur le sommeil est différent. Certains sujets vont récupérer un sommeil parce qu'ils s'en occupent, et donc ils ont cherché à améliorer leur sommeil, et puis d'autres au contraire, ils n'arrivent pas à s'adapter, et donc ils vont rester mal. Et ils vont rester bien entendu très fatigués, très anxieux et très déprimés. Cette journée du sommeil qui aura lieu vendredi, c'est aussi l'opportunité d'évoquer ces problématiques-là, mais au sens beaucoup plus large, c'est-à-dire notre sommeil à tous. Qu'est-ce qui nous attend pour ce vendredi 19 sur cette journée du sommeil, dont finalement l'Institut du sommeil et de la vigilance est un des organisateurs ? Alors, ce qui nous attend, c'est d'une part, on a installé tout un tas de webinaires de façon à ce que les gens puissent prendre des informations sur le sommeil, puissent avoir une éducation sur le bon sommeil, et compte tenu des effets qu'on a observés lors de cette enquête, on est assez confiant sur le fait qu'il y a vraiment une recherche d'informations par les Français pour améliorer leur sommeil. Ils ont pris conscience que c'était important, et au cours de cette journée, vous avez tout un tas de manifestations qui vont leur permettre d'enrichir leurs connaissances sur le sommeil et d'enrichir leurs connaissances sur les bons moyens de répondre au sommeil. Et ils ont cherché en particulier à améliorer le sommeil avec, pour 30% de ceux, il y a à peu près 25% de gens qui ont cherché à améliorer le sommeil. Et dans ces techniques d'amélioration, il y avait justement la meilleure alimentation. Donc incontestablement, l'alimentation peut assurer un meilleur sommeil. Là, justement, vous me donnez l'opportunité de passer la parole à Sophie, mais juste avant, j'aimerais citer le site internet institut-sommeil-vigilance.org, qui sera le site internet où on peut retrouver la programmation et les thématiques, et qui vont nous permettre aussi, ce fameux webinaire, finalement, c'est-à-dire que c'est des conférences sur le web qu'on peut suivre directement sur écran. La nutrition, tu vois, Sophie Schaeffer, je rappelle que tu t'occupes de la santé et de la nutrition, tu vois, c'est une thématique que tu voulais aborder, elle est primordiale et intéressante. Exactement, elle est vraiment primordiale. Roumy Laennec parlait tout à l'heure de mélatonine, on va parler de neurotransmetteurs. Sachez que finalement, votre sommeil, vous le préparez dès le petit déjeuner. Donc mettre des protéines dans le petit déjeuner, comme j'explique souvent, la chrononutrition va permettre de fabriquer mieux la dopamine, donc pour mieux démarrer. Et puis voilà, donc du jambon, du fromage, des œufs. Je souris parce qu'on a eu une conversation sur le fait que quand tu étais beaucoup plus jeune, tu mangeais beaucoup de protéines. Frédéric. Exactement, oui. Donc j'ai bien dormir quand tu étais jeune étudiant. Mais plutôt le matin, pour vraiment bien démarrer, pour avoir aussi après être
dynamique dans la journée, avoir une pression de sommeil suffisante le soir. Et puis le soir, par contre, on va manger plutôt léger. Alors une tendance plutôt végétale, mais pas uniquement une soupe, une salade et au dodo. Non, on va mettre aussi des glucides qui vont permettre justement une bonne montée de mélatonine. Et puis une collation. À la collation, on parle souvent du goûter pour les enfants, mais c'est pas que pour les enfants. Prendre une banane, des oléagineux, du chocolat, ce sont des aliments qui sont riches en tryptophane, un acide aminé qui va se transformer en sérotonine, qui permettra de mieux produire la mélatonine. Voilà, donc il y a plein d'éléments en chrononutrition qui vont permettre d'avoir un meilleur sommeil et dîner léger pour éviter justement de digérer quelque chose de trop gras toute la nuit qui va fragmenter le sommeil. Ça, tu dors bien, Fred, ou pas, toi? Parfaitement bien. Et c'est vrai que pourtant, moi... Combien d'heures tu dors à peu près? Moi, je dors à peu près 7 heures par nuit. 7 heures. Voilà, tu dors combien d'heures, toi, à peu Alors près? moi, c'est pareil, 7 heures par nuit. Alors là, on en a deux qui pourraient finalement presque cohabiter puisqu'ils dorment 7 heures ensemble. Mais on est tous inégaux par rapport à ça. Et ce que vous pouvez remarquer aussi en consultation, etc., sommeil, c'est que certains couples ont des rythmes complètement... ils n'ont pas besoin des mêmes heures de sommeil. Mais il ne faut pas culpabiliser si on dort moins que le voisin. Exactement. Donc en fait, la durée de sommeil est propre à chacun, finalement. L'essentiel, c'est de se sentir en forme quand on se réveille. Donc si on a besoin de 6 heures par nuit et que ça suffit, eh ben, ça suffit. Si c'est 9 heures... c'est 9 heures. Donc quand on est en couple, des fois, ça peut être difficile puisqu'on a envie de se coucher en même temps et de se lever en même temps, mais des fois, c'est pas possible. C'est pas pour autant que si on dort moins que son conjoint, on est insomniaque. Donc il faut faire vraiment attention à ça et du coup, vraiment en parler avec son conjoint. Mais il y a des personnes qui ne dorment que quasiment 3 heures ou 3 heures et demie et c'est largement suffisant. C'est un petit pourcentage, je crois que c'est 0,1%, non? 0,01, je pense. C'est vraiment un petit pourcentage donc, qui dorment 4 heures et demie par nuit et ça leur suffit, ils sont en forme. Donc ils disent qu'ils ont 3 demi-journées finalement pour pouvoir vaquer à leurs occupations. Ce besoin de sommeil est relié finalement à ce cycle. Un cycle, finalement, il y a 90 minutes à l'intérieur de ce cycle et qui vont se répéter. Ces 90 minutes vont se répéter. Oui, alors la composition d'un cycle est très importante puisqu'en fait on a la partie sommeil lent et la partie sommeil paradoxal. Donc le sommeil lent profond est très important pour tous les processus de récupération physique et aussi la mémorisation. Et le sommeil paradoxal, et quant à lui c'est le sommeil du rêve, il est également donc, très important puisqu'il est lié au phénomène d'apprentissage. Donc en fait, par exemple, si vous apprenez à conduire ou n'importe quel élément, une fois que vous dormez, et ben, le lendemain, ça a l'air plus facile et c'est automatisé. C'est-à-dire qu'il faut arriver jusqu'à ce sommeil paradoxal, exactement, finalement, pour mener l'apprentissage. Et le premier sommeil, il sert à quoi? Alors, sommeil lent profond, c'est la récupération. Et par exemple, chez les enfants, c'est le moment de la libération de l'hormone de croissance. Donc, c'est aussi très important pour les enfants, donc, de cette partie de sommeil. Et ça, c'est intéressant à souligner, c'est-à-dire que pour les enfants, la croissance est liée au sommeil et au bon sommeil surtout. C'est-à-dire que les laisser tardivement sur des écrans, etc., c'est aussi impacter leur croissance? C'est aussi impacté en fait. Donc je vais laisser la parole au docteur Ray puisque du coup il est très spécialiste de l'enfant. Voilà, alors, puisque le professeur Ray est très spécialiste de l'enfant, ça impacte finalement ce besoin du sommeil chez l'enfant est primordial pour la croissance. Tout à fait. Il faut voir que le besoin de sommeil évolue au cours de la vie, que chez l'enfant, il y a besoin de beaucoup plus de sommeil, parce que comme l'a dit Romila, c'est une période où on apprend beaucoup, et pendant le sommeil, on va consolider ce qu'on a appris. Et donc, quand on est enfant, on apprend beaucoup. Vous devez apprendre à marcher, vous devez apprendre à parler au début, et puis après, vous avez les apprentissages scolaires. Et il est très important, bien entendu, d'avoir un bon sommeil pour consolider tous ces apprentissages et bien entendu pour avoir une croissance harmonieuse. Et il est évident que le fait de mal dormir chez l'enfant va retentir de façon très négative sur les apprentissages et sur la vie sociale aussi. Donc ça, c'est très important. Sophie, est-ce que tu sais que tu as des enfants, est-ce que tu as des rituels pour les faire s'endormir, tes enfants? Alors, bien entendu, les rituels, ça va être les histoires, enfin, surtout pour le petit dernier qui a 4 ans. La petite Augustin chanson. Oui, Augustin, enfin, qui va avoir 4 ans bientôt. Et après, le plus grand, c'est vrai qu'on essaie de faire une espèce de sas zen avec de la lecture ou avant l'endormissement. C'est primordial, ça, Romila, ces fameux rituels? Alors, le rituel d'endormissement chez l'enfant est, oui, effectivement primordial parce que ça crée un contexte rassurant. Et au cours de la nuit, l'enfant a souvent ce qu'on appelle des micro-éveils ou des éveils. Et pour se rendormir, il a besoin de recréer le rituel rassurant. Donc pas forcément l'histoire, mais par exemple, si on s'endort avec ses parents, et ben, au milieu de la nuit, on aura besoin de ses parents pour se réendormir. C'est ce qui fait que ça crée en fait ces problèmes. Ce qui explique les doudous aussi? Voilà, le doudou, il y a le fait que s'il s'endort seul dans son lit, et ben au milieu de la nuit, s'il se réveille, et ben il va recréer, donc il va se rendormir seul dans son lit. S'il s'endormait avec maman ou papa, et ben du coup, au milieu de la nuit, il va sortir, ou il va pleurer, ou il va sortir de son lit pour rejoindre ses parents,
pour reproduire le même rituel qui va le rassurer, le rendormir. Finalement, tu es en train de dire qu'il faut apprendre à l'enfant à s'endormir seul pour finalement une forme d'indépendance. Exactement. Donc il y a bien le rituel qui est important, c'est-à-dire de le rassurer avant de se coucher, soit l'histoire, soit le câlin, et le petit moment qu'on va passer avec lui pour le rassurer. Et après, on le laisse s'endormir seul. Frédéric ? Oui, j'ai entendu dire même, il y a peu de temps, que pendant la nuit, pendant le sommeil, le cerveau évacue même des protéines qui lui sont néfastes, se nettoie. J'ai entendu dire ça il y a peu de temps. C'est vrai, c'est faux Alors oui, effectivement, il y a une étude sur le système lymphatique. Je vais essayer de ne pas rentrer trop dans les détails, mais effectivement, il y a ce nettoyage qui se produit. Et du coup, pour enlever donc, des cellules qui seraient néfastes, on va dire. Et en fait, si ce nettoyage ne se fait pas correctement, ça pourrait envisager des maladies un peu neurologiques comme Alzheimer ou Parkinson plus précoces en fait. Donc ce nettoyage est vraiment très important et le fait de fragmenter le sommeil, on n'arrive pas à mettre en place ces processus de nettoyage. Là, au-delà de ça, c'est-à-dire que si on a des problématiques sommeil, je pense que la consultation Monsieur Ray est primordiale. Marc, cette consultation sommeil, à quel moment on doit aller consulter un spécialiste du sommeil ? Alors, à partir du moment où on a des troubles du sommeil qui sont récurrents, il est très important d'en parler d'abord à son médecin généraliste. Les médecins généralistes avaient été très peu formés initialement, mais depuis une dizaine d'années, il y a quand même beaucoup plus de formation des médecins, et donc il faut en parler au médecin de famille. Pourquoi ? Parce que votre médecin de famille sait dans quelles conditions vous vivez, il connaît votre logement, il connaît l'ensemble de la famille, et donc il va pouvoir vous donner des conseils tout à fait judicieux sur comment avoir une meilleure hygiène du sommeil. Ce n'est que après cette consultation le médecin de famille verra s'il faut que vous alliez voir un centre de sommeil ou s'il y a d'autres choses à mettre en place, si on doit faire des examens ou pas. Justement, là, quand vous parliez de conseils, chacun de nous, si on n'est pas dans cette problématique-là, quels sont les bons conseils ou les bons détails qu'il faut avoir peut-être pour mieux dormir ? Alors, la première chose, c'est que si vous voulez avoir un bon sommeil nocturne, il faut avoir une qualité d'éveil dans la journée satisfaisante. Et donc, il faut un peu renverser la problématique. Beaucoup d'insomniaques nous disent quand je vais bien dormir, je pourrai faire des choses dans la journée. Il faut leur expliquer que, en fait, c'est quand ils feront des choses intéressantes dans la journée qu'ils pourront bien dormir. D'accord ? Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, il faut connaître votre besoin de sommeil. Vous en avez parlé tout à l'heure sur le plateau. Il y a des petits dormeurs, il y a des grands dormeurs. Et donc, il faut que notre besoin de sommeil soit couvert. Et chacun va le rechercher en remplissant un agenda de sommeil, ce qui permet de savoir combien de temps je dois dormir. Alors, le mieux, c'est de le remplir quand vous êtes dans une période de vacances, de façon à voir quelle est la quantité de sommeil, le nombre d'heures qui fait que vous êtes en forme le lendemain quand vous êtes en vacances. Et vous allez voir qu'en période de travail, parfois vous êtes en privation chronique de sommeil. Et ça, bien entendu, ça va être lié par exemple aux conditions de travail comme vous voyez s'afficher. Et le fait de faire des travails à horaires décalés est quelque chose, bien entendu, qui est très préjudiciable. Et c'est ce qui s'est observé avec le télétravail lors du premier confinement, parce que les gens ont eu tendance à décaler leur horaire de coucher, parce qu'il y avait les enfants à la maison, donc la maison était plus tranquille éventuellement la nuit ou le soir tard, et donc ils se sont décalés, et ça, bien entendu, c'est pas bon du tout. En tout cas, ce qu'on a vu aussi là dans les infos qui ont circulé là sur le sujet qui est diffusé sur votre droite, c'est notamment le fait que les écrans sont nocifs et le fait de travailler avec des écrans dans son lit. Alors oui, malheureusement, actuellement, vous avez un très grand nombre de Français qui, quand ils vont se coucher, partent avec un écran, que ce soit un smartphone ou une tablette, et ils vont rester parfois plus d'1h30 avant de s'endormir. Et le problème est que les écrans sont enrichis en lumière bleue, et cette lumière bleue, c'est le signe du bleu du ciel, c'est-à-dire que c'est le matin. Et cette lumière bleue bloque la sécrétion de mélatonine, qui normalement est sécrétée quand il fait noir, quand il fait nuit. Et donc, le fait de bloquer cette sécrétion de mélatonine va bien entendu différer notre heure d'endormissement. Et c'est particulièrement préjudiciable chez l'adolescent qui va souvent, en effet, regarder des écrans le soir. Et déjà qu'il a une tendance au décalage, c'est-à-dire qu'il a une tendance
à s'endormir plus tard. Il y a beaucoup plus d'adolescents qui sont du soir que de sujets retraités. Les sujets retraités seraient plus du matin. Et donc, ce décalage lié aux écrans va être considérable et très néfaste pour l'endormissement. Et c'est ce qu'a signalé Sylvie sur le plateau. Sophie, pardon. Sophie sur le plateau, pardon. Sophie qui disait qu'il faut prévoir d'arrêter les écrans de façon à avoir un sas, une période de repos pour préparer l'endormissement. On ne peut pas comme ça passer d'une hyperstimulation sur des écrans vidéo à du sommeil. Il faut un temps d'arrêt dans lequel on va avoir une seule activité. Soit vous lisez, soit vous écoutez une histoire, soit vous écoutez de la musique, mais vous essayez d'avoir une moindre stimulation de façon à préparer votre endormissement. C'est très important. Ça me rappelle, et là je vais passer la parole à Roumila, j'allais dire, un responsable de Netflix a dit un truc assez intéressant. C'est sur le sommeil. Ah non, c'est toi qui me disais ça, pardon, c'est Sophie qui m'en a parlé tout à l'heure, pardon. Le PDG de Netflix a affirmé en début d'année que son pire ennemi, c'était le sommeil. Voilà. Tout est dit. Voilà, le pire ennemi, c'est le sommeil pour Netflix, pour qu'on puisse regarder les écrans. Mais le sommeil est important, puisqu'on passe au moins un tiers de notre vie à dormir, et on l'a vu déjà pour la croissance. Et justement, quelles sont les conséquences d'un manque de sommeil? Parce qu'on oublie souvent toutes les conséquences que ça peut induire. Alors, les conséquences, déjà, vous vous sentez fatigué le matin au réveil, vous avez une vigilance qui est plus basse, votre temps de réaction est plus difficile, notamment pendant la conduite. Si vous avez très très mal dormi, au moment où vous avez ce qu'on appelle des portes de sommeil, par exemple juste après le déjeuner, si vous prenez la route, vous avez plus de facilité à avoir une baisse de vigilance. On a aussi des problèmes de poids, puisqu'on a vu que c'était important aussi, puisqu'il y a des hormones qui sont sécrétées la nuit pour réguler tous ces phénomènes de digestion et tout ça, donc les problèmes de poids aussi. Problème d'immunité aussi, d'immunité, je crois. Exactement, puisque un mauvais sommeil entraîne une mauvaise immunité aussi, donc on n'est plus sujet à tous les virus qui passent. Donc finalement, le sommeil est vraiment c'est le lieu de la réparation, c'est le lieu de la croissance, c'est le lieu de l'apprentissage, c'est le lieu finalement aussi de l'immunité, finalement de se rendre beaucoup plus fort. Finalement, une consultation sommeil, en tout cas cette journée sommeil aussi au sens large du terme, est primordiale. Alors tu invites, j'allais dire, chacun d'entre nous d'aller jeter un petit œil parce que exceptionnellement cette année, comme beaucoup d'événements, ça a lieu plutôt. Alors cette année, c'est en virtuel et du coup, c'est vrai que je vous conseille vraiment, si vous pouvez assister aux conférences, parce que vous allez avoir des spécialistes du sommeil qui sont partout en France. Normalement, on pouvait aller dans les laboratoires de sommeil, du coup, en présentiel, mais là, vraiment, les spécialistes seront là pour vous répondre à vos questions aussi et présenter des sujets sur le sommeil intéressants. On retrouve d'ailleurs toute la programmation, je le redonne, le site institut-sommeil-vigilance.org. Un dernier petit mot peut-être sur cette journée, professeur Ray, vous allez nous inviter à la voir, et puis quels sont les événements forts, etc. Vous nous avez parlé au webinaire, s'il fallait refaire un dernier zoom sur cette journée pour nous inviter à y participer. Alors justement, il y a un webinaire qui va reprendre les éléments de la conférence de presse d'aujourd'hui, basée sur l'enquête que nous avons fait, absolument. Et pour cette période d'épidémie, il est très important, ce qu'a dit Roumila, que le sommeil est très important pour l'immunité. Et dans notre enquête, les gens qui ont fait le Covid, qui étaient Covid positifs, eh bien, faisaient partie quand même d'un sous-groupe qui dormait beaucoup moins bien, qui était beaucoup plus anxieux et beaucoup plus déprimé. Et du coup, c'est sûr qu'il faut utiliser le sommeil pour mieux faire face à l'épidémie. Et donc, vous allez avoir tout un tas de conseils qui sont donnés tout au long de la journée. Il y a plusieurs webinaires qui vous permettront donc d'améliorer votre sommeil et donc de mieux faire face. Il faut utiliser le sommeil pour être en bonne santé. Tu avais envie de réagir, je crois, ou je dis une bêtise? Ah non, je trouve très très bien ce que nous a dit le docteur Ray. Je vous encourage vraiment à y aller, à vous inscrire et à participer à ces webinaires. Parce que justement, dans la petite référence qu'il a faite justement sur le fait que les personnes qui finalement avaient eu... on a remarqué que la plupart des personnes qui avaient été touchées par... finalement, avaient un mauvais sommeil aussi, donc finalement plus fragile. Du coup, c'est ce qu'on disait, effectivement, le sommeil est très important et donc il faut le préserver. Donc n'hésitez pas justement à parler à votre médecin traitant. Les médecins généralistes sont de plus en plus formés. Je suis moi-même formatrice en médecine du sommeil et je forme énormément de médecins généralistes toutes les semaines pour prendre en charge les pathologies du sommeil. Donc vraiment, n'hésitez pas.
Sophie ? Oui, j'avais juste une petite question. Est-ce qu'on a remarqué aussi un lien entre les personnes qui étaient touchées par le syndrome d'apnée du sommeil et les Covid aussi? Est-ce qu'il y a eu des Alors, choses? il a été dit que c'était une comorbidité, effectivement, puisque le syndrome d'apnée du sommeil fragmente énormément le sommeil. On n'arrive pas, lorsqu'on fait des apnées, donc c'est une pause respiratoire, on n'arrive pas à rentrer dans le sommeil long profond et dans le sommeil paradoxal, parce qu'en fait, on s'arrête de respirer, donc on fragmente énormément. Et du coup, effectivement, on n'est pas bien, quoi, et on a cette histoire d'immunité, et donc on peut être sujet, effectivement. Vous allez dormir. Bon, mesdames et messieurs, un grand merci à vous, merci à notre équipe, merci au professeur Ray qui a été avec nous, et puis Institut Sommeil Vigilance. Voilà, c'est ici. Merci Sébastien, et merci à Romy Lanec aussi. Je rappelle que tu es docteur en ingénierie biomédicale et présidente de l'association EPSOMA. Merci à tous les deux. Bah oui, et puis c'est super le webinaire, je vais pouvoir le faire depuis mon lit finalement. Le webinaire. Le webinaire, je vais pouvoir le faire depuis mon lit pour la journée du sommeil. Comme c'est en journée, ça va. Voilà, je peux venir avec mon coussin, alors c'est bon. Tu pourras même recevoir les gens en consultation en tant qu'avocat. Là, installez-vous, là je regarde le webinaire directement dans ta chambre. Et puis on retrouve d'autres informations vendredi avec toi sur l'antifatigue et quelques petites infos. Voilà, tu nous compléteras tout ça. Merci à tous, et puis un petit bisou à un certain Jean-Marc qui est en coulisses là. Gros bisous à tous. Merci Philippe. Merci.